Bienvenue sur Mosaïque. Je m'appelle Maxence, j'explore le monde et interroge les gens qui le peuplent pour mieux le connaître. À travers ce podcast, vous aurez l'occasion de découvrir des personnalités curieuses, ambitieuses ou inspirantes qui partageront leurs pensées pour élargir nos propres réflexions. Nos discussions, à travers les savoirs qu'elles délivreront, seront un moyen supplémentaire d'agrandir notre propre mosaïque. 24 ans, vrai Belge de Belgique, comme il dit. Aventurier dont la curiosité t'a poussé à essayer un tas de disciplines comme le parachute, la plongée, l'alpinisme, la survie, l'écriture, la musique ou le rugby de haut niveau. Alexandre Hubin, qu'est-ce que tu ne sais pas faire ? Qu'est-ce que je ne sais pas faire ? Encore beaucoup de choses, en fait. Encore beaucoup de choses. C'est ça, le but au final, c'est à la fin de notre petite existence, de pouvoir dire « Ah, j'ai appris beaucoup de choses et maintenant, je suis presque complet, même s'il y aura toujours un peu à apprendre, mais il y a plein de choses que je ne sais pas faire. » Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer tout et à la fin, d'avoir appris un maximum de choses. Carrément. Et toi, tu apprends surtout par le voyage actuellement ? Oui, enfin, surtout le voyage, parce que on peut apprendre tout ce qu'on apprend chez nous, mais il y a tellement plus que juste chez nous. Et du coup, le voyage, ça te permet vraiment de rencontrer un maximum de cultures, un maximum d'endroits, un maximum de techniques, de choses. Et oui, c'est... Voilà. On va revenir sur sur de nombreuses aventures que tu as pu vivre. Mais j'aimerais savoir d'abord comment est-ce que c'est venu ce goût de l'aventure, ce goût de l'exploration, du voyage. Est-ce que quand tu étais petit, tu étais déjà un petit casse-cou, un aventurier ou est-ce que c'est venu avec le temps Ben écoute, je t'avoue que c'était toujours en moi. Je suis né dans une famille normale, super sympa, des parents en or et tout. Pas vraiment aventurier, classique. Ils étaient sportifs déjà ou... Pas forcément, épicurien, je dirais. Épicurien. On aime la vie, Bien. on aime la nourriture, on aimait aller au ski. Mais l'aventure, depuis que je suis tout petit, en fait, depuis que j'ai 2-3 ans même, je suis plongé dans les cartes. Ça a commencé avec l'Australie, c'était limite mon premier mot que j'avais en bouche. Australie, kangourou. Ma chambre, c'était décoré Australie, j'étais toujours fasciné par l'Australie. Et le voyage en général, ma chambre était aussi tapissée de cartes du monde. Et dès mon plus jeune âge, j'apprenais toutes les capitales, toutes les villes, toutes les montagnes, tous les cours d'eau. J'adorais ça, c'était ma passion. Et du coup, très vite, j'ai eu une vraie passion pour tout ce qui est géographie, voyage et pays en général. Du coup, ça commençait là, mais après, j'étais pas en capacité de pouvoir... Et puis, j'étais tout jeune, enfin, je me rendais même pas compte de ce que ça voulait dire, mais j'étais pas en capacité. Quel âge t'étais Vraiment dès le plus tout jeune petit. âge, tout petit, de 3 ans à toujours. Ok. Et puis, c'est vraiment quand j'ai commencé à être un peu plus âgé, vers 14-15 ans, que j'ai commencé à voyager. Déjà tout seul, un peu à gauche, à droite. Et puis, ça a fait continuer et prendre plus d'ampleur. Tes premiers voyages en Europe, surtout ? En fait, j'ai fait que du ski avec mes parents. Au final, on allait 2 fois par an, je dirais, en moyenne. Maman était prof de primaire en 6e primaire. Enfin, chez nous, c'est... je sais pas, 6e primaire. Enfin, 6e, nous, c'est le collège, en gros. Non, mais c'est chez les petits, c'est juste avant de passer au lycée, je pense. Ouais, je vois, ou au collège. Genre CM2, tout ça. Ouais, voilà. Genre CM2. Ouais. Et du coup, là, t'allais en classe de neige. Du coup, elle pouvait nous prendre avec nous. Et on partait déjà une semaine avec son école. Et puis, encore une semaine. Du coup, ça, c'était nos vacances. Et ensuite, mon premier voyage tout seul, on va dire, c'était en Australie quand j'avais 13 ans. Ah ouais, donc direct. Ah ouais, c'était la terre de mon cœur. Les meilleurs amis de mes parents allaient aller visiter un de nos amis familiaux qui habitent en Australie. Et du coup, j'ai été avec eux, mais un peu sans mes parents. Et un mois, pas forcément voyager, mais vraiment être chez les Australiens et vivre l'expérience Aussie man, mate. Et ça, c'était le premier. Et ensuite, ça a enchaîné avec un petit city trip à 14 ans, puis ici, puis là, puis j'ai organisé le premier voyage avec ma famille pour changer un peu de la France. On allait tout le temps en France ou dans le nord de l'Italie. Un premier road trip dans les Balkans, ce qui est Slovénie, Croatie, Monténégro, Bosnie. Et ensuite, ça a enchaîné avec des voyages en kayak, en solitaire, tout seul. Tes parents te laissaient partir t'étais encore mineur genre, tu t'as dit à tes parents, en fait, c'est difficile. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées ces dernières années. Ouais, que c'est dur de replacer. De replacer quand était quoi comprends. et à quel âge était quoi.
Rien que cette année, j'ai l'impression que c'était Ouais. 4-5 ans de vie. Quand j'ai essayé de revoir un petit peu tout ce que tu avais fait, c'est sûr qu'il y en a beaucoup dans les stories à la une. Là. Ouais, c'est un peu compliqué. Ça, c'est c'est juste pour justement garder un petit peu comment on dit, un registre ou une trace de quand était quoi. De garder ça pour moi sur mes trucs à la une. Est-ce que tu écris un petit peu J'aime bien écrire. J'écris de plus en plus. J'aime bien écrire sur les voyages, sur ce que j'apprends. J'ai beaucoup de notes. J'adore les notes. Les notes dans le téléphone ou même à la volée. Bah, bon, après, c'est du papier un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Là, c'est structuré. J'écris sur tout. J'adore les notes, des petites fiches, des petites notes, des projets, des histoires à raconter. Et là, justement, j'ai écrit mon premier livre, Survie, qui arrive dans une semaine. Dans une semaine. Je l'ai commandé. Hein. Ah ouais? Je l'ai acheté. Ouais. Je voulais le recevoir avant pour pouvoir un petit peu te Mais oui, mais c'était censé arriver avant, mais ça prend un peu de retard. Je voulais aussi l'avoir pour le festival, Ah ouais, dommage. Pour le proposer. Mais il arrive dans une semaine. Ça prend un peu de temps, mais bon, c'est un livre. Ouais, on va y venir. Voilà. Mais est-ce que tu as fait des études avant oui. de partir? Alors j'ai commencé avec, au début, j'étais dans les filiales en Belgique, en tout cas c'est sciences, maths, plus. Okay. Du coup, vraiment pour être à fond dans les sciences, dans les maths, pour faire ingénieur en aérospatial, aéronautique et tout ça. Mais c'était un petit peu parce qu'on attendait ça de moi et j'aimais bien, mais sans vraiment me poser la question. Oui, mais sans vraiment me pousser à ça, juste parce que j'étais toujours dirigé vers ça et voilà, on me disait tu peux faire ça, tu vas le faire. Et puis je sais pas, j'aimais pas. Du coup, déjà, je faisais tous les trucs pour l'examen d'entrée pour arriver au machin. Et puis, j'ai pas voulu faire ça. Du coup, j'étais encore dans ingénieur, mais ingénieur de gestion. C'est haute école de commerce en France, mais avec une grande partie sciences et maths. En gros, c'est le lien entre le commercial et l'ingénieur. C'est quelqu'un qui peut parler avec le bagage scientifique et technique qu'un ingénieur, un polytechnicien a, mais surtout concentré sur la partie business. Donc ça n'avait pas trop de rapport. Du coup, c'était un petit peu plus, non, rien du tout. Un peu plus large parce que je savais pas trop ce que je voulais faire au final. Et du coup, plus large c'était, plus je me disais j'avais plus de possibilités dans le futur. Et ça, j'ai fait 2 ans, je pense. Et j'aimais pas du tout. Du coup, j'avance, mais je me dis, j'ai pas envie de faire ça, moi, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Et là, c'était assez compliqué, cette période-là, où t'es vraiment paumé au final. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je kiffe le plus depuis que je suis tout petit? Et c'est toujours important d'aller voir dans ses rêves d'enfant et dans son enfance, au final, ce que tu faisais, ce que tu aimais, et ce qui te passionnait. Au final, toutes les réponses, pour moi, elles sont... Enfin, une grande partie des réponses, elles sont dans la naïveté de l'enfance et dans vraiment ce que tu... Quand tu avais zéro contrainte et juste ton petit cœur et tes petites intuitions, c'était ça qui était le plus vrai, le plus véritable. Et c'était le voyage. Du coup, je me suis dit, c'est quoi les études de voyage? Et c'était tourisme. Du coup, j'ai fait 3 ans de tourisme. J'ai mon petit papier. Les parents sont contents. Et je peux ouvrir ce que je veux avec ça. Et voilà, quoi. C'était 3 ans. C'est passé en un claquement de doigts. C'était sympa. C'était facile. C'était une chouette école aussi, du coup. Et donc, tu as travaillé après un petit peu? J'ai travaillé pendant... déjà, pendant que j'étais aux études, la dernière année, je travaillais pour une entreprise de voyage. Et j'ai continué avec eux. J'ai aussi fait mon stage avec eux, mon stage de fin d'études. Et puis, j'ai continué pendant un petit peu moins d'1 an, avant de partir. Je pensais que ça allait être déjà une année où j'allais partir. Mais après, je me suis rendu compte, il y a eu plein d'éléments qui ont fait que c'était pas forcément le bon moment de partir et que j'avais pas de projet derrière. Et du coup, je me suis rendu compte que j'étais parti, mais un petit peu juste en mode backpack classique, mais sans projet, sans sens derrière. Du coup, je me suis vite remis en question. Je me suis dit, non, il faut que je rentre, que je refasse un petit peu tout à zéro, construire un vrai projet. Donc ça, c'était quand? C'était l'année dernière. C'est quand on est parti au Suriname, justement. C'était tout ce qui s'est passé avant. Je suis passé en Amérique centrale pendant 2 mois et j'ai emmené ma maman au Brésil pendant 1 mois pour ses 50 ans. C'était son rêve. Incroyable. Et du coup, ça c'est... Et donc, donc avant cette période-là, c'était plus des voyages traditionnels, on va dire, pour découvrir la culture, etc. Et j'ai l'impression que maintenant, il y a
Et plus un shift quand même. En fait, comment dire, avant de commencer tourisme, du coup, j'avais quoi, 20 ans, 19, 20 ans. Là, enfin, c'est compliqué de remettre. Je suis parti une première fois en Suède en kayak tout seul. Je suis arrivé, j'étais chez un pote, on faisait du rugby, et c'est un pote suédois. Et puis je suis remonté tout seul pendant la nuit, j'ai pris un train. Et je suis arrivé à des petites îles sur la côte ouest. Je me suis rendu en ferry sur une île principale. J'ai essayé de trouver des gens qui avaient des kayaks. J'ai demandé à un gars qui avait un kayak, tu peux me passer ton kayak? J'avais de la bouffe pour 4 jours. J'ai pris le kayak, je suis parti à la mer. Tu voyais rien, tu voyais pas d'île. Et puis il m'a dit, tu vas tout droit, dans 20 km, tu vas voir des petits îlots. Et tu arrives, et j'étais tout seul, il n'y avait personne. Ça, je pense, c'était le premier voyage un peu solo, un peu aventure. Et puis ensuite, l'année d'après, pareil, encore kayak en Suède, mais là, je leadais un projet qui s'appelle le canoë trip dans les lacs. Et avant ça, j'étais en Grèce avec un pote et je voulais revenir, mais en stop, depuis la Grèce jusqu'en Belgique, avec 0 €. Okay. Et c'était le challenge, en gros, c'était de revenir de Belgique, de Grèce jusqu'en Belgique, en stop. Et il y avait un temps imparti parce qu'il fallait que j'aille en Suède, encore une fois. Et du coup, ça, on va dire, c'est les premiers... Et t'as réussi ce défi? Et il y a juste une fois, on a dû payer, je pense, une fois, à la frontière albanaise, parce qu'on s'est retrouvés. Le gars nous avait dit, je vais vous amener dans mon village là-bas. Et au final, il nous a lâchés à la frontière parce qu'il ne pouvait pas passer. Okay. Et la frontière est trop bizarre. Déjà, tu as des barrières sur 20 km. Du coup, tu ne sais pas forcément aller dans la nature. Et tu as juste la route. Et les frontières, c'est un peu toujours crapuleux. Et en plus, c'est la frontière... Europe, la Grèce en Europe, en Albanie, et puis en Europe, du coup, tu as tous des trucs bizarres, tu avais des chiens errants, et du coup, on se dit, on peut pas, on n'avait rien pour dormir, on avait nos petits matelas, peut-être une vieille tente, et du coup, là, on a essayé d'aller dans un hôtel, ils nous avaient dit, ouais, vous pouvez dormir, mais ils ne parlaient pas, et on avait dit, ouais, mais pas d'argent, pas d'argent, ils ont fait OK, et puis le lendemain, on a dû quand même payer un petit truc. Mais sinon, à part ça, bah ouais, c'était génial. Ouais, sur le décor. Attends, je me remets dans l'axe. Okay. Ouais, c'était génial. Donc, je suis tombé sur un extrait de toi qui disait que tu te définissais comme un voyageur qui essaie d'aller là où on ne va pas, donc plus loin, plus haut, plus fort. Et j'ai l'impression que justement, avec tes projets actuels, ça se concrétise vraiment. Là, si je relis le script de l'expédition que tu as fait au Suriname, Suriname, c'est bien ça le nom? Ouais. Suriname, un petit pays à côté de la Guyane française, pas forcément connu mondialement, mais un pays assez atypique avec 93% de forêt, il me semble. C'est le pays avec le plus de verdure, de jungle, la jungle la plus dense au monde. C'est vraiment que du vert. Et tu sais pas t'enfoncer comme ça, quoi. T'as pas de route, même dans la forêt, c'est tellement dense que même en tant qu'humain, des fois, tu sais même pas passer entre certains arbres. Enfin, t'avances pas, quoi. Et si je lis le pitch de ce projet, du coup, que tu as mis justement sur le site de ton livre, si je reprends ce pitch, l'idée, c'est de nous rendre en pirogue aussi loin que possible, là où personne n'a jamais mis les pieds auparavant, tout en cartographiant cette rivière encore inexplorée. Ensuite, redescendre en pagayant les 150 km qui nous séparent du village le plus proche à bord de nos kayaks gonflables. En plus de ça, nous ajoutons une contrainte. Nous partirons sans eau, sans nourriture et en ayant pour seule arme une machette. Ouais. Donc là, c'est passé dans une autre dimension, j'ai l'impression. Là, c'est tout un process, mais petit à petit, c'est pas j'ai besoin de plus d'adrénaline ou on a besoin. Parce que là, en l'occurrence, on est avec 2 amis, Thomas et François. Ouais. C'est pas on a besoin de plus d'adrénaline, c'est juste on apprend de plus en plus et du coup, on est apte à passer à des étapes supérieures, on va dire. Et c'est vraiment, c'est pas juste dans l'idée d'être un peu fou et d'être inconscient, c'est vraiment d'apprendre et de se retrouver au plus... aller devoir chercher dans ses ressources pour pouvoir bêtement survivre et avancer dans des milieux super compliqués. Et ça ouvre des portes géniales quand tu es dans ce genre de situation, complètement déconnecté. C'est là que tu te reconnectes à toi-même au final. Et où t'en chies, pardonnez-moi l'expression, t'en chies vraiment. Et là, ça te met vraiment hors de ton confort et tu dois improviser, tu dois trouver des solutions. Et ça fait réfléchir et il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête et dans le corps. Et du coup, plus on avance, plus on dit, il y a d'autres possibilités. On est plus que ce qu'on pense. Et il y a beaucoup plus dans l'être humain, dans
dans la pensée humaine, dans la tête de l'humain aussi. Et c'est ça qu'on veut aller chercher aussi. C'est un petit peu voir jusqu'où on peut aller. Sortir de sa zone de confort. Ouais, mais sans se mettre en danger. Sans se mettre en... Enfin, comprendre le danger. On se met en danger, Ouais, mais... Parce qu'il y a quand même du danger, j'imagine. Oui, il y a dans du danger, une jungle comme ça. Mais au final, quand tu es en danger, tu es conscient que tu es en danger et tu fais plus attention. Pour moi, c'est plus dangereux d'être dans une ville, tu es bêtement sur ton téléphone, tu marches dans la rue et paf, tu te fais choper par une voiture ou par autre chose. Enfin, c'est plus dangereux parce que tu fais pas attention, parce que tu as l'impression que tu n'es pas en danger. Et quand tu es dans des environnements où tu es dans des situations extrêmes, où tu dois vraiment compter juste sur toi-même, ton corps et ta tête, mais c'est là que justement, tu es plus... Ouais, parce que là, le plus loin que vous êtes allé, c'est pour venir vous récupérer s'il y en a un qui se... c'est pas possible, Ouais, c'est pas possible. c'est pas trop possible, quoi. C'est même si on avait un petit truc GPS, l'hélicoptère, il sait même pas forcément venir. Du coup, tu dois quand même pagayer, ça dépend de t'es où du village, mais tu dois pagayer. Voilà, quoi. Donc, faut faire attention et faut... T'as réussi à aller dans des zones où personne n'est allé, potentiellement personne n'avait mis le pied là où t'as posé les pieds. Non, pas forcément. Les pêcheurs, on a été avec des pêcheurs en pirogue et il y avait un seul groupe de pêcheurs qui disait ouais, nous on veut bien vous emmener là, mais enfin, on va pas là, quoi. Et du coup, on a fait environ 3 jours de pirogue. On est arrivé super loin dans la jungle et on savait plus avancer parce qu'il y avait plus assez d'eau pour aller avec les pirogues. Et on s'est dit, ok, là on va redescendre tout en kayak et on va explorer tout ça. Et on était avec un zoologue, mais aussi qui s'appelle Matt. Et on était avec Steve surtout, qui connaît la jungle comme sa poche. Même s'il n'avait jamais été là, ça reste la jungle. Et ils avaient un programme pour cartographier toute la rivière. Et là, en ce moment, justement, c'était un petit peu le but aussi. Ils cartographiaient pour un autre aventurier assez connu qui s'appelle Ash Dykes, un Anglais, qui est parti maintenant en expédition, qui a suivi la même route et qui a été encore plus loin. Et voilà, c'était un petit peu pour ouvrir la voie pour ce gars. Et comment tu crées un projet comme ça Parce que en général, moi je m'en suis rendu compte aussi, j'ai essayé de traverser les Pyrénées, bon, c'est à une autre échelle, cet été, tu vois. Fou. Et je me suis pris un mur, j'ai pas réussi le projet comme je l'entendais. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que l'organisation, c'est plus de la moitié du travail au final. Ouais, c'est énorme. Tout ce qui se passe avant, ça définit le succès ou non d'une expédition comme ça. Et ça encore plus parce que t'as pas de backup si tu te foires. Donc, comment est-ce que tu prépares un projet d'une envergure comme ça ? C'est vrai que c'est compliqué. En plus, t'avais un documentaire à faire. Ouais. Et ça prend de l'énergie. Donc, quand t'en as pas, quand t'es affamé... Non, c'est ça qui est super compliqué. L'organisation de ce genre d'expédition, en fait, c'était vraiment j'ai déjà organisé des petites expéditions, ou même l'Afrique. Mais l'Afrique, la montagne en Afrique, le Margarita Peak, ça, entre guillemets, c'est... on avait quand même un guide, il y avait une route qui était connue. Ouais, des gens vont là-bas pour... Ça restait inexploré, ça restait un vrai truc de fou, un gros challenge. Mais il y avait un gars qui avait déjà fait. Et du coup, c'était trouver les bons contacts et dire on veut faire ça, on veut passer par cette route. Et là, mais ça allait plus vite. Là, le Suriname, c'est vraiment en mode là, il y a quoi ? J'ai envie de voir ce qu'il y a là. J'ai jamais trouvé zéro information. T'avais déjà fait de la survie avant ? Non. Mais bon, j'avais envie d'aller dans le dur directement avec François et Tom. Et on avait fait la montagne et on s'est dit qu'on était là-bas. Bon, après la montagne, on va faire quoi ? La jungle. Et du coup, j'avais un contact là-bas, Stivo, que je suivais déjà sur les réseaux, parce que j'aime bien les pays un peu méconnus, justement, un peu cet inconnu où tu connais pas, et ça t'excite d'aller voir, parce que tout le reste, au final, du tourisme de masse. Mais même pas le tourisme de masse. Il y a le tourisme de masse, ça c'est une autre échelle, mais même le tourisme en général, quand tu vas à un endroit, tout est déjà fait pour t'accueillir, et c'est bien d'aller dans des endroits où il n'y a rien, et tu dis, ah ouais, c'était comme ça avant. Genre, c'est à ça que ça ressemble, la nature. Et la planète Terre, c'est à ça que ça ressemble à la base, tu vois. Et du coup, c'est vraiment, je vois ce pays, il m'a toujours un peu matrixé, ce Suriname. Et je me dis, il faut aller trouver une rivière ou quoi. Et là, tu contactes et tu dis, bon, j'ai envie de faire ça. Et c'est pas genre un tour qui existe, c'est vraiment en mode,
Le gars, tu dois le motiver. Déjà, j'ai trouvé le gars assez vite, du coup, ça, c'était bien. C'était le premier contact. D'habitude, il faut plein de contacts. Et tu dois peser le pour, le contre, appeler, voir si S'ils sont personne de s'ils vont te confiance. lâcher Parce ou que quoi, tu arrives, c'est dans des pays, tu connais personne qui connaît personne. Et tu sais pas si tu fais confiance, c'est juste à travers des écrans, à travers des messages. Du coup, c'est compliqué de savoir un petit peu. Et du coup, je lui ai dit, le projet, c'est vraiment d'arriver dans cette rivière et de survivre. On n'a rien. On a juste une machette pour pêcher. Et c'est tout, quoi. Ok. Et puis, on explore et on descend le cours d'eau. Et on survit, on avance et on apprend de la jungle, on apprend de cet environnement assez extrême. Et du coup, on a planifié tout ça. Il y a eu plein de problèmes. Et t'as dit oui direct Il a fait, je suis chaud, mais c'est un fou, hein, lui. Il connaît, il a fait bien pire. Hein, il vit différemment aussi. Oui, deux fois, il va 3 mois dans la jungle. Oui, c'est son jardin, quoi. Oui, voilà. Il a fait, je suis méga chaud, vas-y, on va monter cette expédition. Et ça prend du temps, il faut trouver des mecs qui veulent bien nous monter là où personne n'a été. C'est hyper dangereux, tu traverses des cascades, traverses la jungle, en général, c'est la rivière, puis des mecs qui ont des pirogues dans ces zones-là et qui veulent bien faire le truc, c'est compliqué. Puis au début, on devait aller en avion, dans des petits avions, il y avait une petite piste d'herbe quelque part, et puis là, tu marchais des kilomètres pour atteindre la rivière, mais c'était compliqué, il fallait transporter les cailles, tous des petits détails. Et même à 3 semaines de l'expédition, c'était « c'est plus possible, ça, on peut plus », et t'es là, tu dois trouver des nouvelles rivières, des nouvelles solutions, et du coup, ça prend beaucoup d'organisation. Puis le matériel qu'il faut avoir, faire la checklist, être sûr, il connaît quand même les bases de ce qu'il faut, mais être sûr qu'on ait bien tout ce qu'il faut, et puis préparer aussi le terrain pour filmer. Ouais, ça me paraît être le plus dur. Tes caméras, elles survivent pas forcément dans la jungle, il faut que ce soit bien, et surtout quand t'es mort, c'est pour ça qu'on a engagé Thomas, c'est surtout Thomas, hein, toute la partie réalisation, vidéo, c'est lui. Moi je suis plus organisation du voyage, et lui c'est tout. Parce que tu avais l'objectif depuis le début de faire le documentaire, du coup. C'est pas mon objectif à moi, c'est plutôt celui de Thomas, ça, c'est lui qui est dans les vidéos, du coup c'est vraiment... Il voulait en faire un documentaire, et nous on était méga chauds. Nous on est à 3 entre potes, on fait des expéditions, on est trop contents, et si on filme, c'est des souvenirs, c'est des images, c'est des expériences de plus, du coup nous on est toujours chaud pour ça. Et du coup c'est énormément d'organisation, et petit à petit ça reste encore petit, je pense. Genre c'est déjà une première base, mais on va dire... C'est que pour vous, quoi. C'est pas à prévoir pour 10 personnes. Oui, ou même personnellement, c'était déjà une grosse organisation, mais je suis sûr, s'il y en a qui écoutent ça, ils vont dire c'est rien du tout, tu vois. Ouais. Mais c'est ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui disent rien du tout. Je sais pas, mais tu vois, genre ce sont des débuts, ça reste des débuts, c'est tester des environnements, tester des trucs, petit à petit, t'apprends beaucoup, tu fais encore beaucoup d'erreurs, et c'est pour avoir des plus grands projets, et de voir jusqu'où on peut aller, aussi dans l'organisation de ce genre de trucs, c'est se mettre en confiance et se dire je peux faire ce genre de choses, je peux organiser ce genre de choses, et c'est cool, quoi. Parce que toi justement aussi tu es en train de te développer dans ce côté-là d'organisation, d'expédition, de voyage extrême. J'ai ouvert mon entreprise de voyage, tropicalex.eu. Tropicalex.eu. Il n'y avait plus .com, hein. Ça me saoule. Non, .eu, tropicalex.eu. Et du coup, c'est vraiment une entreprise de voyage, d'expédition, de voyage extrême et d'aventure en général. J'ai 3 voyages principaux, on va dire, où là j'ai testé, et je peux envoyer mes petits voyageurs, mes aventuriers sur les voyages. Tu vas avec eux à chaque fois ? Sur ceux-là, non. Mes équipes, c'est le Suriname, où on peut faire la même chose. Tu peux choisir le niveau de difficulté aussi, hein. Tu peux décider d'avoir de la nourriture, tu peux décider du nombre de jours. Ok, donc c'est exactement la même chose que vous avez fait. Tu pourrais faire la même chose. C'est le même endroit ? Ok. Même endroit ou autre rivière, ça peut être, mais c'est le même principe. C'est le même principe. Le Margherita Peak, la montagne à la frontière du Congo et Ouganda, qui est le plus haut sommet des 2 pays. Et avec les gorilles, si tu veux, une petite option gorille. Et la Mauritanie, ça c'est aussi un des premiers voyages de fou que j'ai fait, où j'avais 21 ans, j'étais en Erasmus,
Et j'étais aux îles Canaries et j'étais en face de la Mauritanie. Et quand j'étais petit, j'avais vu un reportage sur un train minier qui transportait du minerai de fer depuis le milieu du désert et qui traversait tout le désert sur Arte. Et je voyais qu'il y avait des locaux, pas beaucoup, mais qu'il y avait des gens sur ce truc-là. Je me dis, un jour, ce serait bien d'essayer, tu vois. Et puis, je vais en Erasmus. Et à ce moment-là, il y a une vidéo qui sort justement sur ce train. C'était qui l'avait fait? Je sais plus. Il y avait un premier gars, mais genre pas connu. Ulysse Lubin, il a fait là-dessus ou... Qui? Ulysse Lubin, tu connais ou pas? Ulysse Lupin? Lubin. Je sais pas, non. Comme ça. Maintenant, c'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans que j'ai fait ça. Ouais. Et du coup, c'était juste un mec sur les réseaux, pas connu, mais juste... il y a un autre mec qui a eu cette idée-là. Et puis, genre 2 jours avant que je parte pour faire le voyage que je vais expliquer après. Il y a aussi Yes Theory qui a... Ah oui, c'est ouais. Ils l'ont fait, ouais. Qui a sorti la même vidéo. Je fais, putain, c'est génial, c'est fou. Ouais. C'est fou. Il y a eu d'autres personnes qui ont vu ça et qui voulaient faire ça. Et du coup, je suis parti là-bas avec un pote allemand que j'ai rencontré une semaine avant. Parce que vraiment, je suis arrivé en Erasmus. Une semaine après, j'étais en mode, il faut que j'organise ça, je veux y aller. Du coup, ça aussi, ça faisait déjà longtemps que j'organisais. Ça, c'était compliqué de trouver des contacts qui veulent bien t'emmener jusque la mine. En gros, le principe du voyage, c'est tu dois rejoindre la mine. Qui est où? Qui est au milieu du désert du Sahara. Genre, il faut 3 jours de voiture, de bus, tu te démerdes pour y arriver, quoi. Ouais. Bon, maintenant, on connaît la route, du coup, voilà. Et puis, de là, tu t'introduis dans la mine. Il y a un train qui, tous les jours, se fait charger. Dans la mine, carrément. Tu rentres à l'intérieur. Tu passes à l'intérieur du site, quoi. Et puis, tu as les rails du train. Et tu as le train qui s'arrête, il se fait charger de fer ou il est en petite pause à la mine. Et puis, pendant qu'il est en pause, tu montes sur le train. Et là, tu es sur ton talus de minerai de fer et tu traverses tout le désert jusqu'à l'océan. Et ça, c'est fou. C'est complètement fou. Et ça, c'est les 3 voyages de base que je propose, on va dire. Et ensuite, il y a du sur-mesure. On peut me contacter et j'ai envie de faire cette aventure-là. Viens, on l'organise ensemble. Et du coup, là, on dit, OK, expédition, tu veux faire quoi? Et là, ça dépend. Soit j'y vais avec eux s'ils veulent que je vienne, soit je viens pas. Et puis, il y a d'autres voyages où je me dis, j'ai envie de faire ça personnellement. Pas tout le temps, parce que des fois, j'aime bien avoir mon temps pour moi-même et faire mes trucs de mon côté. Mais de temps en temps, je me dis, ça, j'ai envie de le proposer à d'autres gens. Du coup, là, je suis dessus et je fais, qui veut venir avec moi? Il y a 5, 6, 2 places, ça dépend. Et on va faire ça. Et là, il y en a quelques-uns qui arrivent. Là, je vais en Suède dans 3 jours, en Laponie suédoise. Puis, il y a l'Aconcagua, qui est le sommet le plus haut d'Amérique du Sud. Ouais. Enfin, en fait, de l'hémisphère, tout ce qui n'est pas l'Himalaya. Du coup, tout sauf l'Himalaya. Ok. Et puis, il y en a d'autres qui vont arriver dans les mois à venir en fonction d'où je suis. Et aussi, c'est une façon, cette 3e option, de financer mon autre projet. Ouais. Mon projet qui s'appelle Tropics Project, en gros. Et c'est d'être la première personne au monde, sans que ce soit vraiment ça. L'important du projet, c'est pas que je sois le premier au monde, c'est pas vraiment ça, mais à escalader le point culminant de chaque pays du monde. Ok. Tu l'as bien pitché là. C'était un petit peu dur à expliquer, mais tu l'as très bien expliqué. Et ça fait combien de temps? Enfin, ça fait là, tu l'as annoncé il y a quelques jours, quelques semaines. Il y a 2 semaines, je pense. Et donc, je l'ai annoncé il y a 2 semaines, et ça fait. L'idée m'est venue chercher justement un peu du sens et un projet, un peu d'aventure, un projet qui est unique où je me dis ça n'a pas été fait justement pour explorer des contrées ou faire me prouver à moi-même que je peux réaliser ce genre de choses. Et j'étais aux Pays-Bas et puis je passe par la frontière belgo-Pays-Bas, belgo-néerlandaise, hollandaise, je sais plus, néerlandaise. Et là, je passe devant les 3 frontières, c'est un petit point touristique. Et là, il y a le point le plus haut des Pays-Bas. C'est genre 323 mètres, un truc à la cour, mais c'est venu comme une révélation. Je me suis dit, mais voilà. What if je fais ça, quoi? Qu'est-ce qui se passe si... du coup, je rentre chez moi, je regarde, est-ce que ça a déjà été fait et tout? Et je vois que ça n'avait jamais été accompli. Il y en a qui ont essayé? Il y en a un en particulier qui a essayé.
Il s'est arrêté à 170 montagnes, je pense, un Anglais. Et là, il est plus en capacité de continuer ce projet-là. Mais du coup, voilà, quoi, il y a un truc à aller chercher. Et je compte bien aller chercher ce projet, quoi. Et du coup... Donc, c'est quand même une motivation de te dire que tu vas être le premier à le faire. C'est possible qu'entre-temps, d'autres personnes veuillent le faire Ouais. et qui me dépassent ou quoi, mais c'est juste l'accomplir. Tu vois ça sur combien d'années? Aucun stress, franchement. C'est pas une course et c'est pas l'idée non plus de faire tout le plus vite possible et de prendre un avion de là à là, là, là. C'est de prendre le temps. Et du projet, c'est, oui, il y a l'exploit, on va dire, je pense quand même, l'exploit au niveau aventure. Mais c'est vraiment passer un message inspirant et vraiment l'idée d'être sur le sommet de chaque pays du monde pour avoir une sorte de vue d'ensemble, un peu comme une image comme ça, sur ce qui se passe dans chaque région de notre planète et pas seulement dans certains endroits ou toujours les mêmes endroits qu'on monte. Et vraiment avoir cette vue d'ensemble sur ce qui se passe, comment la planète change, comment est-ce qu'elle évolue, qu'est-ce qu'il y a là-bas dans ces pays-là et les gens qu'il y a là-bas. Et aussi passer un message pour les gens ici et les gens là-bas, un message inspirant, un message de les gars, on a une vie et il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à changer. Et un peu, voilà, créer une sorte de petit réseau entre tous ces pays depuis le sommet de chaque pays du monde et que ce soit une grande toile et que tout est lié en fait. Que tout soit lié, c'est compliqué d'expliquer. J'essaye encore de trouver aussi, de mettre plus de sens à ça. Et j'ai envie d'en faire quelque chose de beau, quelque chose aussi pas personnel. Ce qui me dérange un petit peu dans les aventuriers, dans les exploreurs, il y en a beaucoup, c'est un petit peu faire l'exploit pour soi et un petit peu le rendre plus extrême pour se mettre un peu plus en avant. Après, et j'ai envie de partager en fait avec ce projet avec les gens. J'ai envie que des gens m'accompagnent. Te rejoignent sur certains sur sommets. Beaucoup de sommets, sur beaucoup d'endroits, et qu'on fasse ça tous ensemble, et que ce soit des gens aussi que je rencontrerai là-bas, je sais pas, en Asie, dans un petit pays, dans un petit village, si c'est faisable, évidemment, parce qu'il y a des sommets, tu peux pas emmener n'importe qui, mais dire viens avec moi, on va aller faire ça, et se mettre dans cet effort, dans cette démarche d'aventure, dans cette démarche de on va faire ça pour surtout dans certains pays, rencontrer des gens, surtout dans certains pays pour aller ouvrir des pensées, ouvrir des sensations et se dire beaucoup plus il y a beaucoup plus que ce que je pense dans ce monde, et voilà. Et du coup on va dire Tropicalex en tant qu'entreprise de voyage, c'est aussi une sorte d'écosystème avec ce projet pour pouvoir réaliser ce projet à travers des expéditions que j'organise sur certains sommets ou points culminants, et pouvoir financer ça d'une certaine manière aussi, parce que c'est pas donné. Ça va être vachement pas forcément donné, ça dépend c'est quoi. Ça peut aller et ce projet-là, ce qui est bien aussi, c'est que ça peut aller d'un Aconcagua, d'un Everest ou des trucs comme ça qui sont des grosses montagnes, tout le monde connaît. Au sommet de la Belgique. Ou au sommet de la Belgique à 694 mètres, ou même qui est super facile à atteindre. Tu vas en voiture, tu te parques et voilà. Ou même des sommets vraiment pas hauts, comme au Tuvalu, c'est 5 mètres. Ouais, c'est le plus petit sommet du monde. C'est le plus petit sommet du monde, mais pour y aller, c'est 7 jours de voile depuis l'île principale de Tuvalu, qui est déjà super difficile d'accès. C'est dans les Maldives, c'est ça? Non, c'est dans l'océan Pacifique. Ok. Mais après, Maldives, Tuvalu, je pense que Maldives, c'est même plus bas. Moi, j'avais mon Maldives à 5 mètres. Ouais, et Tuvalu, c'est aussi 5 mètres. Bah, c'est kiff. C'est aussi... Maldives, c'est plus facile d'accès parce que je pense que c'est sur l'île principale. Mais là, tu vois, c'est des même des endroits pas hauts, mais où il faut traverser des déserts, traverser des c'est ça. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Parce que tu vas devoir aller dans des monts, dans les déserts, des monts dans des pays polaires, comme, je sais pas, si tu fais en Antarctique, par exemple. Ce qui peut être qui est aussi difficile. Ou alors des monts très hauts comme l'Everest ou ce genre de choses. Mais tout me fait un petit peu peur à chaque fois. Et je pense que c'est important d'avoir peur. Faut pas se dire j'ai pas peur. J'ai toujours un petit peu peur. Et c'est ça.
Enfin, pour moi, la peur, c'est un peu une direction, une porte à ouvrir. Du coup, je me dis, si j'ai peur, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher là-bas. Il y a une différence entre peur et danger. Il faut pas se mettre en danger, mais la peur, c'est juste, je sais pas, c'est vraiment un sentiment qui veut dire beaucoup de choses positives au final. C'est là où tu vas aller te chercher, tu vas sortir un peu de ta zone de confort et apprendre et se dire, en fait, c'est là où tu connais pas. La peur, c'est l'inconnu au final. Et le fait que tu ailles vers la peur, en fait, c'est transformer cet inconnu en connu. Et du coup, tu apprends. Et tu élargis ta zone. T'élargis tout. Du coup, ton éventail de peur, il va se réduire et ton éventail de connaissances, il va s'agrandir. C'est un petit peu ça. La peur, c'est comme une map GTA. Au début, tu n'as rien, et puis plus tu avances, plus tu as le truc qui s'ouvre, tu vois. C'est un petit peu comme ça. Et c'est vraiment une direction à prendre pour moi. Du coup, il y a un mélange entre j'ai un petit peu peur de tout, mais en même temps, j'ai envie d'y aller. Et il y a une autre dimension où, en fait, je connais tellement pas certains environnements ou certains trucs que Ça, tu pars de zéro au final. je sais même pas forcément avoir peur parce que je connais pas encore. C'est aussi cette insouciance-là au final qui fait lancer de gros projets. Voilà. Je l'ai aussi dans certains cas, par exemple pour le projet que j'ai fait cette année, ou alors l'Ironman que j'ai fait l'année dernière, on part de zéro, donc on connaît pas. Ouais. Il y a cette insouciance qui se dit on peut le faire, lié à la confiance en soi aussi. On peut aller chercher ce genre de projet. Et au final, sur la route, tu te rends compte que c'était plus compliqué que, Oui. que ce que c'était. Mais au final, tu vas quand même aller le chercher. Alors que si tu avais déjà toutes ces connaissances, tu savais déjà tous les barrières que tu allais devoir passer en chemin, tu l'aurais jamais fait. Alors que là, avoir cette petite insouciance, ça te permet d'aller chercher des trucs. Exactement, et c'est ça, il faut partir de l'insouciance pour construire de grandes choses. Après, il faut faire gaffe à l'obstination aussi. T'apprends, si tu vois que ça marche pas, il faut faire attention. Et on va se casser la gueule d'office. C'est pas, je vais pas réussir d'un coup tout. Est-ce que tu as eu des échecs? Déjà là, bêtement, j'étais parti pour faire tous les sommets des Alpes. Il y a une semaine, Il y a une semaine. Surtout Autriche, Liechtenstein, Allemagne et Slovénie. Ouais. 3 jours avant que j'arrive, il y a la plus grosse tempête de neige qu'ils ont jamais eu en septembre. Il y avait 3-4 mètres qui sont tombés, des inondations, tout était explosé. Et moi, j'étais en mode, je vais le faire tranquille ou pépère, et j'arrive et je me rends compte, c'est de la neige au lieu d'être. J'arrive et je savais même pas accéder en Allemagne ou en Autriche surtout à la base du sommet avec la route. C'était fermé. Du coup, j'arrive et j'avais prévu 2 semaines et je me dis. Qu'est-ce que je fais maintenant parce que c'est pas possible. J'ai essayé d'aller quand même faire celui du Liechtenstein. On m'avait dit non, va pas. Et je savais que j'allais pas y aller parce que je voyais bien comment c'était au-dessus. Mais je me suis dit, je vais quand même m'approcher. Et là, dès que je me rapprochais de la vallée, alors que c'est pas un sommet forcément haut, c'est un peu moins de 3000 mètres. Avalanche, éboulement. T'avais 4 mètres de neige qui viennent de tomber sur la roche chaude de l'été. Ça slide direct. Ouais. Et voilà, du coup, là, c'était un échec, on va dire, pas forcément physique où j'ai pas réussi parce que c'était trop compliqué, mais ça reste, les éléments sont plus forts et quand la nature veut pas, tu dois rester humble. Et je suppose que ça va arriver plein de fois, ce genre de truc, que je vais pas réussir à monter une montagne. Et c'est normal. Et ça aussi, ça te met une bonne claque en mode, grand, c'est pas toi qui décide. Et ça fait partie du projet. Et c'était pas le moment, en fait. Carrément. Je crois aussi pas mal un peu en cette notion de destin où je me dis, tout arrive pour une raison bien précise. Là, j'avais acheté tout mon matos d'alpinisme, mais j'avais monté une montagne en mode alpinisme et c'est tout, quoi. Du coup, peut-être qu'on va dire, attends. Tu vas aller prendre un peu l'expérience à gauche, à droite et tu reviendras quand tu pourras faire ça tout seul, mais intelligemment. Et du coup, je me dis, c'est peut-être ça le signe. Et ok, pas de souci, Madame Nature, je reviendrai plus tard, plus préparé, plus mature aussi. Parce que dans ce projet-là, c'est quand même gros. Hein. Tu vas avoir 3-8 000 à faire, 4-7 000 si les informations sont bonnes. Il me semble que tu as 4-7 000, au-dessus de 7 000. Enfin, du coup, plus les 8 000. Afghanistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tadjikistan. Dans des pays, des fois, compliqués quand même d'accès à Afghanistan. Voilà, c'est ça. C'est aussi des pays assez compliqués d'y aller géopolitiquement parlant, où c'est très compliqué d'y aller. Il y aura toujours moyen, ou peut-être aussi, c'est ça que ça n'a pas de stress sur le temps. Maintenant, c'est pas possible d'aller dans certains pays. Mais il y a 20 ans, il y avait des pays qui n'existaient même pas encore. Du coup, dans 20 ans, qui sait ce que ce pays sera, dans quelle situation il sera. Et ça, il faut croire en l'avenir, croire au futur, on verra. Et aussi juste un sommet où là, c'est un petit peu la question
Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent. Ouais. Ils vont rechercher, ils essaient toujours évidemment de trouver la petite puce. Au Bhoutan, il y a un sommet, il est sacré, c'est le sommet le plus haut. Okay. C'est comment il s'appelle? Gangar Poenchuan. Et personne ne l'a jamais monté. Ok. C'est un sommet sacré pour la communauté bouddhiste. Et tout ce qui est au-dessus d'une certaine altitude, en général, je pense, je n'ai pas le chiffre exact, est inaccessible. Du coup, ça, c'est un petit peu la zone grise. On verra comment ça évolue. On verra ce qui est possible de faire dans le respect aussi des gens là-bas et de la culture bouddhiste. Ça, c'est un petit peu le seul sommet où peut-être qu'il ne sera jamais atteignable, mais c'est peut-être pas plus mal comme ça aussi, laisser un petit peu à la nature. On verra. En tout cas, il y a beaucoup de sommets à aller chercher. Il y en a pas mal. Ouais. Tu es à 14, il me semble, maintenant. 14, ouais, que j'ai fait. T'en as fait un hier, avant-hier. J'en ai fait un hier et avant-hier. Il fallait que je me console des belles montagnes des Alpes qui sont vraiment sympas à monter. T'as vraiment plus la notion de sommet là. Enfin, t'as plus la notion de sommet t'es sur une montagne, comme on a dans notre truc. Mais là, j'étais à Saint-Marin et à Monaco. Monaco, il y a vraiment. T'as même pas vraiment d'endroit, t'es là, t'es sur une rue et tu regardes avec ton altimètre. Ouais, ça doit être ici. Et t'es au milieu je sais pas, dans un parking. Et c'est même pas, genre, il n'y a même pas un lieu dit. Et Saint-Marin, c'est vraiment sympa, mais c'est aussi facile d'accès. Si tu parques ta voiture, tu marches 15 minutes et tu arrives au-dessus d'une petite falaise avec des beaux châteaux. Mais voilà, au moins, ça fait 2 sommets en plus, même si. Ils sont cochés. Ça fait partie du projet. C'est ça qui est marrant, j'aime bien. J'adore l'humour, tu vois. Ouais, en tant que Belge, j'adore l'humour. Ça, on a remarqué. Enfin, allez voir son compte Instagram, vous comprendrez qui est le personnage. Et voilà, c'est marrant d'avoir un petit peu cette notion un peu ridicule où les sommets. Enfin, tu penses souvent au projet des 7 sommets, qui est un projet connu, où tu vas chercher les sommets les plus hauts de chaque continent, ou même les 14 8000 ou les trucs comme ça, qui est la nouvelle mode des alpinistes chevronnés. Ça va du vrai pur alpinisme où tu dois y aller, quoi. C'est que de la montagne pure et dans une seule région du monde. Et là, c'est un peu partout. Tu vas te retrouver avec des personnes un peu loufoques à gauche, à droite, dans des îles, en Afrique, en Asie, même en Europe, des fois. Et aussi des sommets, mais pas du tout impressionnants. Pas du tout impressionnants. Genre le trailer de ton aventure sur le sommet de la Belgique. Ça, voilà. C'était vachement drôle quand même. Voilà, ça, c'est même pas le sommet de Belgique sur le terri, c'est le sommet de ma ville. C'est un terri, c'est une montagne de charbon qui vient de l'extraction des mines. Et voilà, c'est aussi montrer les couleurs. La Belgique, Charleroi. Je viens de Charleroi, c'est une ville en Belgique. C'est réputé pour être la ville la plus laide d'Europe ou du monde, je sais pas quoi. Mais c'est pas le cas, c'est magnifique. Ok, donc allez voir. Charleroi, venez à Charleroi. Et voilà. Et t'as prévu de documenter tout ça, du coup ? Je vais voir comment. En fait, je filme un petit peu à gauche, à droite, mais c'est tellement un grand projet que c'est compliqué de. Il faut avoir une vision sur le long terme. Voilà, tu prendras. Enfin, je verrai. Je filme un peu à gauche, à droite, un peu en mode YouTube, là, tu vois, avec le téléphone. Et on verra. J'écris un petit peu tout ce que j'apprends. Donc tu te questionnes encore. Tu sais pas si tu vas faire plusieurs épisodes, par exemple, sur YouTube. Là, sur YouTube, j'ai essayé d'ouvrir un petit truc, mais sympa. Juste un peu pour moi, on verra. Enfin, j'ai pas envie de percer sur YouTube, mais genre juste pour avoir des traces. Avec un beau projet comme ça, je pense que c'est aussi important de. Ouais, il faut documenter, montrer et de partager aussi. Ça peut donner. C'est vraiment transmettre des messages et inspirer des gens. Du coup, c'est important d'avoir des images et des choses de la matière pour ça. C'est dur, hein. Surtout quand t'es tout seul. Il faudrait que tu trouves quelqu'un pour te suivre. Ouais, voilà, c'est ça encore l'idée de partage, c'est qu'il y a toujours du monde à gauche, à droite qui va venir sûrement et on verra. Pas de pression pour ça, mais oui, j'écris, je filme un peu. Et sur YouTube, il y a sûrement quelques vidéos qui vont arriver sur l'une ou l'autre aventure. Là, j'en ai encore 3-4 à monter, mais sur le Yémen, c'est pas encore prêt du tout. C'est difficile. Du coup, il faut, à son âge, je me mets pas de pression sur ça. Ça sort. Si ça sort 2 ans après que j'ai fait une montagne, ça sortira 2 ans après que j'ai fait une montagne. C'est pas ça forcément le plus important. On verra comment ça évolue. Je peux pas prévoir. De toute façon, tu le fais pour le vivre au départ et après tu le partages. Ouais, c'est important aussi voilà, quand tu arrives avec l'objectif seulement de filmer, c'est cette frontière, elle est fine entre profiter et le filmer, quoi. Parce que quand tu filmes, tu profites moins. Par exemple,
tu dois beaucoup illustrer ce que tu enfin, montes. Donc, tu penses tu que à poses ça, ton en fait. trépied, tu poses, tu essayes de comprendre comment est-ce que tu pourrais prendre le plan et tout. Du coup, tu sors un petit peu du moment. C'est dur. Non, tu penses que à ça, tu penses à quel va être le prochain shot. Surtout quand t'es un peu dans l'humour, t'essaies toujours de penser à putain, c'est quoi la prochaine vanne marrante, tu vois. Et t'es jamais forcément. T'as tes yeux, mais tes yeux sont à l'intérieur de ta tête. Et du coup, des fois, juste, je fous mon téléphone dans le sac. Il sort pas des 2 semaines ou des 3 jours. Ça dépend du temps qu'il faut pour monter. Et tu profites et tu prends un maximum. Hmm. Du coup, des fois, j'ai juste la flemme. Des fois, j'ai pas du tout envie de manquer ce moment. Et des fois, je me dis, bon, allez, pourquoi pas, ou un petit peu. Ou... C'est ça. Comme c'est un grand projet, tu peux prendre un petit peu à gauche, à droite. Et au final, tu auras du contenu, même si tu as pris une minute là. Une minute là. Parce que tu peux pas faire si tu fais un docu de 2 heures, sur tu vas chaque pas montrer sommet. 197 sommets, quoi. Ça va être Prendre les compliqué. moments forts, quoi. T'as vu le docu d'Inoxtag? Pas encore, parce que Pas encore, j'étais là, là. justement sur. T'es sur des sommets toi-même? J'étais dans ma petite voiture, mais j'étais sur la 4G et c'est 2h30 et j'ai Ouais, pas 2h30 de 4G, je pense. ouais. Et j'ai envie de voir ça bien Incroyable. assis. fou. Je me doute. Hein. Je vois beaucoup de choses passer, évidemment. Il y a toujours les Ouais, il y a toujours haters, mais les haters, c'est je sûr. pense sans l'avoir vu, c'était déjà. Je pense que ça reste un beau projet. Une et grosse que, claque. dans tous les cas, il a construit ça de A à Z tout seul. Je vois beaucoup de trucs passer en mode ouais, c'est encore un truc de riche, mais le gamin, il s'est construit tout seul. Sa richesse, elle vient de son travail et de son énergie. Et du coup, le gamin, il a mon âge. Quoi. Moi, je crois qu'il est plus jeune. Hein. Un petit, Toi, t'es un petit vieux, toi. Il a 2 ans plus. Il est entre nous deux. Ouais, pile entre nous deux. Et je pense que c'est vraiment bien ce qu'il a fait. Et c'est vraiment ce message de t'es quelqu'un de normal, comme tout le monde. Au final, tout le monde est quelqu'un de normal. Et tu peux accomplir ce que tu as envie d'accomplir si tu mets les moyens et le travail pour ça. Et si tu as vraiment cette envie d'apprendre, cette envie d'aller chercher plus loin, de dépasser, mais avec la bonne manière de voir les choses, pour les bonnes raisons. Parce qu'il y a beaucoup d'ambition, mais pas pour les bonnes raisons. Mais quand tu as de l'ambition avec les bonnes raisons, de bonnes valeurs et une bonne énergie avec tout ça, n'importe quel être humain est capable de faire tout ce qu'il veut, et même ce qu'il ne pensait même pas qu'il était capable de faire. Le message principal aussi, c'est juste être meilleur qu'hier, quoi. Voilà, pas être meilleur que les autres. C'est ça, c'est pas être meilleur que les autres. C'est ça aussi. J'avais pas encore vu forcément ça, mais dans cette idée d'être la première personne au monde à faire ça, je m'en fous un peu. C'est pas le fait d'être le meilleur et d'avoir fait ça, c'est vraiment d'apprendre tous les jours et d'être meilleur qu'hier. Après, c'est sûr que pour les réseaux, c'est toujours mieux d'avoir ce titre. En fait, c'est le truc un peu accrocheur, tu vois. Même pour des sponsors, si t'en veux. Voilà, c'est ça. Là, maintenant, il faut aussi trouver des sponsors, trouver des gens qui veulent porter leur petit drapeau au sommet de chaque sommet. Il faut voir comment aussi, quel genre de partenariat, avec quel genre de marque. Tout n'est pas bon à prendre. T'en as déjà eu des propositions Écoute, petit à petit, ça se débloque. C'est pas encore du super concret, mais il faut pousser, il faut prouver aussi. Quand j'ai commencé, j'avais pas forcément fait énormément. Petit à petit, il y a des sommets qui s'ajoutent. Le sommet fait partie le projet fait parler un peu plus. Et il faut réessayer. Là aussi, tu te prends des claques. Tu dis, ouais, je vais avoir des sponsors. Puis, t'envoies 100 mails, t'en as 0 qui ils te répondent tous, mais non. Ouais, c'est dur. Tu dis, et puis, il faut voir. Tu dis, ok, pas de souci. Mais au moins, t'as déjà mis une graine. Et t'avances et tu continues. Et tu, voilà quoi. Si t'as des rêves, si t'as des projets, il y aura des moments difficiles toujours. Et c'est ça qui est important. Tu vas te prendre des claques. Tu vas te prendre l'inverse de claques, des révélations, des moments géniaux. Et toujours cette balance entre la confirmation et le doute. Et toujours rester sur ta ligne, et même s'il y a du doute. Même s'il y a plus de doute des fois. C'est quoi la plus grosse claque que t'as prise? Est-ce que t'en as eu? J'ai l'impression que pour le moment, t'as pas eu trop d'échecs. En fait, c'est des petits échecs comme ça, mais c'est pas des grosses claques. Il y en aura sûrement qui vont arriver. En fait, je vois jamais ça comme des claques, en fait. Oui. Parce qu'il y a plein de trucs, plein de projets qui ont été annulés, plein de trucs qui sont jamais passés. Mais comme je te dis, je crois toujours au fait que chaque chose arrive pour une bonne raison. Et du coup,
voilà, je me dis, ok, c'est pas maintenant, c'est plus tard, c'est autre chose. Pourquoi? Et tu essaies un peu de trouver. Et au final, tu retombes toujours sur tes pattes. Et en fait, c'est le chemin que tu es censé emprunter. Juste que la force des choses fait, non, c'est pas ça le chemin. Retourne sur ta route. Attends un petit peu. Du coup, il y a tout le temps des claques à gauche, à droite. Ou des fois, je parle souvent beaucoup. Il y a un projet, puis 2 mois après, il y a plus ce projet. C'est quelque chose de complètement compliqué. Du coup, tu apprends aussi un peu à la fermer. Ouais. Mais Il faut jamais annoncer un projet tant mais qu'il est même pas... des fois, j'aime bien annoncer, puis ça se fait pas de souci, mais il y a autre chose qui arrive et c'est normal et ça fait partie de la vie. Carrément. Est-ce que, enfin, t'es rêveur depuis tout petit, comme on l'a vu depuis le début. Est-ce que t'as un modèle qui t'a poussé à te lancer dans cette direction? Non, j'ai pas de modèle, justement. J'ai pas de modèle et j'essaye un peu de lire. Des inspirations peut-être? Mais non, Ok. j'ai pas forcément d'inspiration. J'ai toujours été un petit peu dans ma petite bulle, dans mon petit monde comme ça. Du coup, même j'aimerais bien lire beaucoup, mais j'arrive pas forcément à lire. Ah, J'arrive pour pas à lire, me il mettre faut dans un livre. avoir des routines en fait. Genre, genre au début en tout cas, faut te dire tous les jours à 10h, tu lis ce livre pendant 20 minutes. Et oui, après, c'est comme ça que je ça sais se pas, débloque. tu vois, des livres, il y a plein de trucs exceptionnels, mais au final, j'ai remarqué que tout ce que tu lis, tout ce que tu apprends, au final, tu peux l'apprendre et le vivre toi-même. Et du coup, je me dis, je préfère écrire mes histoires et écrire mon propre livre, que ce soit pour, pas forcément les autres, mais genre, c'est pas écrire mon propre livre au sens propre, mais au sens plutôt figuré. Oui. Vivre ta propre vie sans... Voilà, et d'apprendre mes propres enseignements, au final, écrire ma propre histoire et mon propre livre, et je n'ai pas besoin forcément d'inspiration ou de lire quoi que ce soit si tu as assez d'histoires à te raconter à toi-même et à écrire toi-même. Du coup, c'est un petit peu ça, mais j'ai pas forcément de... Parce que, ouais, enfin, moi, j'ai quand même ce truc-là de me dire que des fois, t'as pas forcément... Enfin, si t'as pas cette graine de quelque chose que t'as vu quelque part, tu peux pas vraiment l'imaginer. Si quelque chose que t'as jamais vu, tu peux pas l'imaginer en général. Soit t'associes 2 idées, ou alors tu découvres un truc et tu te dis, oh, ça pourrait me plaire, donc après t'as envie de faire la même chose. Mais enfin, c'est vrai que je vois un peu moins ce truc-là de me dire... en fait, moi, j'ai beaucoup d'inspiration, tu vois, et j'essaye de mixer plein de trucs en même temps, tu vois. Genre même Mike Horn, etc. C'est pas des tu gens... vois, il y a des grands noms comme ça, mais j'ai pas forcément regardé beaucoup de choses de ce qu'ils ont fait. Des fois, je sais même pas ce qu'ils ont fait. On me parle souvent d'aventuriers, de machin, de bazar. Évidemment que les grands noms, tu sais ce qu'ils ont fait et c'est super intéressant. Ils ont des beaux messages, ils ont fait des trucs de fou. Mais je me suis jamais dit j'ai envie d'être un Mike Horn, j'ai envie d'être un... Il y a Louri Lag aussi qui fait des choses badass dans ce sens-là. Et c'est pas forcément ça. Enfin, je me considère pas forcément comme non plus un aventurier de l'extrême ou quoi. Peut-être que par la force des choses, j'aurais un petit peu cette étiquette-là. Mais j'en sais rien. Là, pour le moment, je suis pas du tout capable de faire ce qu'ils ont fait. Je sais bien que je pourrais, parce que voilà, tout le monde peut au final. On peut tout faire. Ouais. C'est juste on peut tout faire. à quel point tu le veux et à quel point tu veux sacrifier des choses pour. Maintenant, je pourrais pas faire un tour de l'équateur tout seul, tu vois. Ouais. Je saurais pas faire ça. Et du coup, j'ai pas forcément cette inspiration des personnes, mais plutôt l'inspiration, je la prends de la nature ou du monde en tant que tel. Je suis inspiré par un endroit, par recherche. Enfin, je passe beaucoup de temps sur Google Earth ou des trucs comme ça, ou sur même à regarder dans des livres de voyage surtout, mais je lis pas du tout. Je regarde les photos, les endroits, s'il y a quoi là-bas, Et vraiment, c'est l'inspiration de la nature où ça, les idées me viennent de ça, j'ai envie d'explorer. Ça, j'ai envie de voir. Ça, c'est quoi ça? C'est fou. C'est où? Ces gens-là, c'est qui? C'est vraiment, ça vient de. L'inspiration vient de la nature et des personnes, mais à plus grande échelle. C'est pas un individu qui va m'inspirer ou qui va me pousser à vouloir devenir quelque chose ou quelqu'un. Et c'est pas le but. C'est pas forcément de devenir quelqu'un. C'est juste d'être connecté à moi-même et d'apprendre et de me nourrir un maximum de tout ce qui me passionne et ce qui m'excite, et qu'à la fin de ma vie, je me dise ah ouais, j'ai ce monde-ci qu'on m'a donné la chance de vivre, ben, je l'ai vécu autant que j'ai pu et que j'ai fait en sorte de pouvoir vivre la vie la plus passionnante pour moi-même
que j'aurais pu vivre et d'être satisfait de... Donc ton sens, en tout cas le sens que tu trouves pour le moment, c'est explorer le monde. C'est juste le monde et ce qu'il y a à offrir, et c'est voir d'un peu de tout et d'apprendre un maximum, apprendre à pêcher, apprendre à plonger, apprendre à sauter en parachute, apprendre à naviguer, à être aux éléments, pas dompter les éléments, mais à vivre avec eux dans ces sports un petit peu ces sports de nature au final où tu es en communion avec la nature, et d'apprendre un maximum de ça et de tester. Et si j'aime pas, j'aime pas. Si j'aime bien. Rencontrer aussi, goûter, entendre, écouter, jouer. Et vraiment tout ça, c'est de stimuler un maximum de tout ce qu'il y a. Il y a tellement de choses à découvrir. Et aussi de savoir d'où on vient et de connaître déjà bien d'où on vient pour pouvoir montrer aussi et apprendre et inspirer. C'est ça aussi. C'est pas que garder tout pour soi, c'est aussi de transmettre et de pousser les gens à se dire fais ça, mec. C'est pas il y a une seule façon de voir la vie ou quoi, mais il y a plus tu apprends, plus tu vis, ou plus tu seras une meilleure personne entre guillemets. Pas forcément une meilleure personne, mais en tout cas tu seras une version améliorée de toi-même. Et je pense que tout le monde mérite d'être la meilleure version de soi-même, et tout le monde a envie d'être la meilleure version de soi-même, je pense. Carrément. Et c'est ça le but au final, c'est d'être la meilleure version de soi-même, et de toutes les erreurs que tu as faites, ou tous tes projets, trouver un petit peu cette harmonie et de se dire donc je te vois complètement en vrai détaché de tout ce qui est argent, etc., qui est vachement présent dans dans la société actuelle en vrai, ouais. Et plus dans la découverte, dans le partage. Il faut pas que ce soit un moteur, c'est important évidemment, parce qu'on est basé la société elle fonctionne pas sans argent, même s'il y a beaucoup de moyens de faire ça, mais après tu es complètement en marge, hein. Et le but c'est pas d'être en marge, justement, tu peux être heureux en marge si tu veux, mais il y a un monde, une réalité, et il faut accepter la réalité. Et si tu utilises l'argent comme moteur, il y aura toujours des choses qui vont te manquer dans ta vie. Mais quand justement tu fais ce que tu kiffes un maximum, avec les bonnes intentions et tout, ce genre d'éléments, ils vont venir à toi un peu sans que tu t'y attendes ou sans que tu le veuilles forcément. Et c'est pas ta préoccupation principale, c'est important, mais en fait, au final, si tu cours pas après, c'est un peu l'argent qui va venir à toi. Parce que tu seras là où tu dois être et en train de faire ce que tu veux. Tu te concentres plus sur créer de la valeur que sur chercher l'argent. Et des fois, ça fait peur. Et des fois, je me suis déjà retrouvé dans une situation où tu regardes sur le compte, tu as 17 centimes. Ouais. Actuellement, j'ai 4 € sur mon compte en banque. 4,60 €. Je te payerai une bière ce soir, t'inquiète. J'ai volé la carte resto à maman. Coupé. Et voilà, oui, voilà. Et puis, c'est une autre façon de survivre au final. T'as pas de sous, pas comment tu fais pour avoir des sous. Tu sais en avoir, et quand tu sais toujours te débrouiller, il y a toujours moyen de travailler, de faire de l'argent d'une manière ou d'une autre. Et des fois il faut prendre des moments un petit peu moins cool, moins gratifiants, mais quand tu sais que c'est pour un objectif précis et que t'es pas bloqué là-dedans, voilà quoi, tu prends ton mal en patience et t'es reparti après. Carrément. T'as investi dans toi. Pour conclure, parce qu'on est bientôt à l'heure, il est 13. Il est 13. Ouais, une dernière petite question. Donc, à tous ces gens qui ont des rêves qui paraissent trop grands parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, justement, ou pas assez de compétences, qu'est-ce que tu leur dis ? Déjà, les rêves sont jamais trop grands. Ils paraissent trop grands, justement, parce qu'il y a t'as cette frontière entre la peur, le connu et l'inconnu. Mais ils sont jamais trop grands, et que si on veut, on peut. C'est le pouvoir de vouloir. Et du coup, si tu veux, tu peux. Tant que tu as le bon état d'esprit et que cette peur d'y arriver, parce que c'est un peu ça, j'y arriverai jamais, et que tu dis justement je vais y arriver, tu changes un petit peu ton état d'esprit, tu y arriveras. Et moi j'ai un petit peu trouvé ce chemin pour arriver à changer cette façon de voir, cette peur,
justement, via le voyage, l'aventure, et repousser ses limites et se connecter en se déconnectant de notre vie de tous les jours. Et ça ouvre vraiment... en fait, tu vas te rendre compte de tout ce que tu peux faire, de tout ce dont tu es capable. Tu vas vraiment transposer toutes ces sensations que tu as eues dans des moments difficiles lors de voyages, d'expéditions et d'expériences de vie. Tu vas pouvoir transposer ça à ta vie pour tous tes projets. Du coup, moi, ça tombe bien parce que c'est un peu lié. Mes projets, ça reste dans ce domaine-là. Mais même si mon projet, c'était d'avoir une boîte de ça, d'avoir mon restaurant ou d'être un bon docteur ou quoi que ce soit, tu pourras toujours transposer tout ce que tu as appris en se mettant vraiment dans hors de ta zone de confort, même si c'est un peu une phrase bateau qui est un petit peu... Mais c'est toujours vrai, je pense. Bah, ça reste vrai. Tu vas apprendre tellement que tu vas pouvoir rentrer et appliquer ça à ta vie. Faut juste avoir le courage de le faire. Voilà, c'est une question de courage et c'est difficile de trouver du courage et de ce genre de situations qui vont te pousser à te repousser tes limites dans la vie de tous les jours parce que ça reste assez codifié, assez classique et tout ça. Du coup, aller chercher ce genre d'inspiration, ce genre de façon de faire ailleurs, pouvoir après le transposer sur ta vie. Carrément. Il faut aussi se dire, est-ce que tu vas regretter de ne pas l'avoir fait au final? Oui. Je pense qu'il n'y a pas pire comme ça. Faut pas regretter. Avoir zéro regret. Bon, sur ce, est-ce que tu voudrais rediriger les gens vers quelque chose? Rediriger les gens vers quelque chose, c'est-à-dire? Je sais pas, ton site. Oui, c'est vrai. Ah oui, on peut faire la pub ici. Ouais, je sais pas si ça te ramènera énormément, non? Non, en gros, si vous voulez vivre ce genre d'aventure... Je dois regarder la caméra. Tu peux regarder ta caméra. Si vous voulez vivre des aventures qui vont vous permettre de vous dépasser, d'apprendre un maximum sur vous et juste voir le monde en général dans ses plus belles facettes, dans des facettes non vues, dans des facettes non explorées, que ce soit soit de la nature ou à l'intérieur de vous-même, tropicalex.eu pour les voyages et pour les réseaux, je sais même pas, c'est quoi? Alex Hubin ou Tropicalex, vous allez trouver des trucs. Tropicalex, je pense que c'est. Eh bien, voilà. Merci à tous. Merci à tous. À toi. Ciao. Fais comme ça, là. Fais comme ça? Comme ça? C'est un palmier. C'est ton... palmier dans le vent. Allez, sur ce. Ciao.